La France est dans une situation catastrophique. Je vous le dis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même sur cette chaîne. La France est dans une situation catastrophique. Et plus ça va, moins ça va. L'année 2025 va être, mais à mon avis, l'une des pires qu'on a connues dans l'histoire récente de la France. On a d'un côté une politique qui arrive vraiment pas à retrouver ses petits avec finalement des jeux de gribouille pour essayer de passer au Parlement un début de commencement de budget qui ne voit finalement que des augmentations d'impôts et très très peu de baisse de dépenses. Tout ça pour essayer d'amoindrir une augmentation de la dette. On ne parle pas de baisser la dette, on parle d'amoindrir une augmentation de la dette due à des déficits abyssaux. À côté de ça, quand on passe la politique, on voit une désindustrialisation de la France avec sans arrêt des plans sociaux comme on a eu récemment sur Michelin, par exemple, mais comme on en a quasiment tous les jours en ce moment qui apparaissent. Et puis, on voit que d'une manière globale, on a une économie française, mais aussi européenne, qui est en train de s'effondrer, à tel point qu'aujourd'hui, c'est l'Italie et l'Espagne qui font figure de bons élèves européens pour redresser l'économie. On voit à quel point on en est arrivé. Et pour décrypter tout ça, j'ai invité un économiste que vous connaissez maintenant, si vous allez régulièrement sur ma chaîne, c'est Philippe Béchade, qui est rédacteur aux publications Agora et qui est un des membres fondateurs des Éconoclastes. Donc, Philippe Béchade, bonjour. Bonjour, merci de ton invitation. Donc, on va pouvoir parler un peu de tout ce qui nous arrive. Moi, j'avoue que je suis catastrophé. Hein. Je sais qu'il y a encore quelques économistes optimistes, mais j'en fais vraiment pas partie. Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Ou plutôt, je pense que la seule chose qui nous fera nous en sortir, c'est le FMI, parce que je ne vois pas d'autre solution pour la France. Mais comment toi tu vois, on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu quand même depuis le temps qu'on est ensemble à faire des interviews, mais comment, comment tu vois cette histoire de budget qu'on n'arrive pas à faire, de gouvernement qui saute, qui revient, qui va dans tous les sens, et d'un point de vue politique et je dirais fiscal, comment tu vois cette année 2025, qui finalement c'est demain, c'est dans 15 jours presque. Donc comment tu vois cette année 2025? Ben, figure-toi que j'étais très pessimiste jusqu'à il y a une dizaine de jours où je t'ai entendu pousser les hauts cris sur le projet de taxation de l'eau minérale Ah de oui. 150 à 20%. Et là, d'un seul coup, j'ai repris espoir. Oui, les déficits allaient être comblés grâce à la taxe eau minérale. Et en plus de ça, il y avait une cohérence, puisque pendant que Musk est en train de faire attraper sa grosse fusée par une pince sur le pas de tir, nous, on venait, après des années de recherche et d'efforts, on venait de trouver le moyen de garder le bouchon attaché au sommet de la bouteille. Il ne J'ai manquait vu ça. plus que la taxation du contenu. Donc, nous sommes sauvés. D'autant plus que là, Google vient de créer une puce quantique qui permet de faire des calculs qu'un super ordinateur n'est pas capable de faire en plusieurs dizaines de milliards d'années. Elle les fait en 5 minutes. Nous, on a le bouchon qui reste collé à la bouteille. Je pense que Google doit trembler et doivent se sentir vraiment ridicule aujourd'hui par rapport à la France. Trump, à mon avis, n'osera pas se montrer devant Ursula. Ça me Ben, paraît faut, évident. faut voir le confort de vie que nous procure ce bouchon qui Ah reste bah. attaché. Alors que aller mesurer des mégabits, des terabits, etc., c'est quelque chose de complètement ésotérique. Alors, je tenais quand même juste à ouvrir une petite parenthèse, parce que tu évoques l'ordinateur quantique. J'ai eu beaucoup de questions de mon côté. On m'a demandé, est-ce que avec cet ordinateur, on va pas pouvoir cramer le code du Bitcoin? Alors, je voulais quand même rassurer ceux qui en détiennent. Donc, le hash rate 256, il faudrait beaucoup d'ordinateurs quantiques pour arriver à le craquer. Ça représenterait un gros investissement. Et je pense que de ce côté-là, on est à peu près rassuré. Mais j'enchaîne directement. Pourquoi j'évoque le Bitcoin?
parce que je vais évoquer derrière l'euro qui ne vaudra peut-être effectivement bientôt plus grand-chose. Parce que, comme tu l'as décrit, la situation en Europe est absolument épouvantable. On est dans une récession pire qu'en 1991-92, pour ceux qui s'en souviennent. Donc il faut avoir effectivement un peu plus de 40 ans. 2020-21, c'est pas comparable, puisque là, on avait délibérément arrêté l'économie, puis on pouvait remettre en route, appuyer sur les boutons. Là, il va falloir faire beaucoup plus que appuyer sur des boutons et tourner le bouchon. Tout simplement parce que le 20 janvier prochain, Donald Trump sera donc officiellement l'hôte du bureau ovale, et il ne va pas nous faire de cadeaux, pas de cadeaux évidemment sur le plan commercial. On sait que la hantise de Donald Trump, c'est de voir des Mercedes garés devant ses casinos à Las Vegas ou à Atlantic City. Il n'aime pas les Mercedes, je ne sais pas pourquoi, ou les BMW. Bref, il faudrait que les États-Unis en importent moins, ou alors qu'elles soient toutes fabriquées sur place. BMW, Made in America. Ouais. Ça, mais tu sais, c'est une constante chez Trump. Hein. C'est une t'interromps juste une constante. seconde, mais tu sais que BMW a déjà dit oui, a déjà dit c'est bon, on va les construire aux États-Unis, quoi. C'est capitulation en race campagne, c'est impressionnant. Et j'ai vu un tweet de Donald Trump la semaine dernière où il disait quand une entreprise voudra investir plus d'1 milliard de dollars aux États-Unis, je me charge de lui donner toutes les autorisations en accéléré, peu importe les normes, et notamment les normes environnementales. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une France où il y avait le patron d'EDF et le patron de Total Energy qui disait investir en France, c'est un enfer administratif. Et de l'autre côté, un Donald Trump qui dit à partir du moment où je suis là, si vous mettez 1 milliard, je vous ouvre grand les portes, je vous fais sauter toutes les barrières et vous aurez toutes les autorisations d'accélérer. Je veux dire que la concurrence va être rude. Que Donald Trump prenne garde, car les écolos sont vigilants et on risque d'avoir des manifestations de vélocyclistes en colère aux États-Unis, barrant l'accès aux chantiers façon zadiste de la banlieue nantaise ou méga bassine au fin fond du Larzac. Non, justement, ça n'existe pas aux États-Unis, ce genre de guignol. Voilà. Donc, effectivement, l'attraction, l'appel d'air américain risque en plus de ça d'accroître notre désindustrialisation. La France avait fin 98-99 l'électricité la moins chère d'Europe. Et en 98-99, juste avant de passer à l'euro, eh bien, c'était là qu'on avait les 54 réacteurs opérationnels. Donc, on aurait pu réindustrialiser la France. On a fait tout le contraire à partir de l'an 2000. Et derrière, on a saboté évidemment notre outil nucléaire. On avait fermé, malheureusement, toujours sous la pression des écolos et de Dominique Voynet, on avait fermé Superphénix. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réouvrir au moins une tranche du réacteur de Three Miles Island pour alimenter les data centers, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre, de la croissance économique. Il va falloir des mini-réacteurs Constellation Energy. Il n'y a pas d'équivalent en Europe, je vous le dis tout de suite. Cherchez pas ni à EDF, ni chez Engie. C'est pas dans les cartons. Mais Constellation Energy ambitionne de mettre près des data centers des mini-réacteurs, un peu comme ceux qui animent les porte-avions nucléaires, les brise-glaces nucléaires et les sous-marins nucléaire. C'est une technologie qui est parfaitement maîtrisée, facile à mettre en place. Il ne faut pas 10 ans pour construire un petit réacteur qui va produire non pas 900 gigawatts, mais qui en produirait 70 ou 80, ce qui serait largement suffisant. Eh bien, les États-Unis, ils ont vu que c'est ça qu'il fallait développer au plus vite, et ils vont le faire, et vont pouvoir continuer donc de promettre aux industriels européens qui se délocaliseraient, qui a une vraie visibilité. En France, le coût de l'électricité a doublé, triplé depuis l'an 2000, on ne sait pas pourquoi, c'est juste
l'enfer de la fausse concurrence européenne agrémentée à la sauce taxe, eh bien, quand vous allez aux États-Unis, vous avez de l'énergie moins chère aujourd'hui, et tout ce que l'on peut anticiper, c'est que dans 10 ans, elle sera encore moins chère, parce qu'il y aura plus de petits réacteurs, parce qu'il y aura plus de gaz, plus de pétrole. Et puis pour la sous-traitance, bon, bah, ça viendra du Mexique, hein, pour BMW Made in America. Ça sera le Mexique plutôt que la Chine ou le Canada. Et en Europe, quoi à la place? Rien. Voilà, je vous le dis, c'est rien. Et tout ce qu'on a pour l'instant dans les cartons, puisqu'on parlait évidemment du budget 2025, tout ce qu'on a dans les cartons, c'est éventuellement d'augmenter encore la taxe sur l'acheminement de l'électricité en France. Donc d'un côté, on va nous baisser le coût du kilowatt, et de l'autre côté, on va nous augmenter la taxe d'acheminement. Par solde, ça fera zéro, évidemment. Et il y a cette instabilité normative, fiscale en Europe que on ne trouve pas aux États-Unis. En tout cas, pour les 4 prochaines années aux États-Unis, c'est sûr que les impôts vont pas augmenter, le prix de l'électricité et de l'énergie en général non plus, alors qu'en Europe, bah, cette semaine, je vous le dis, et au moment où on enregistrait, les éoliennes allemandes aujourd'hui sont à l'arrêt depuis déjà plus de 3 jours, et comme il fait un gris, et c'est pas les 50 nuances de gris, mais là c'est un gris bien épais, il y a pratiquement aucun kilowatt produit à l'énergie solaire. Voilà où nous en sommes. Donc, quand j'entends dire que l'État comme en plus, là je aussi, je suis t'interromps juste une malheureusement seconde, mais obligé finalement de reconnaître que moi non plus, je ne le suis pas beaucoup. Et puis, bah, on vient d'avoir les prévisions de la BCE, donc c'est abaissé à 0,7 pour 2025, et on sera bien content si on les a, c'est plus 0,7. Ça va remonter, alors alléluia, à 1,4 en 2026, mais ça coûte pas bien cher de promettre le double de la croissance de 2025 en 2026. Quant aux États-Unis, on sera probablement effectivement au double, pas de 0,7, mais on sera peut-être au double de 1,4 et dès 2025. Donc le fossé se creuse entre l'Europe et les États-Unis. C'est ça. Ce qu'il faut aussi analyser, c'est la dynamique. Et encore, si on se disait, bon, l'Europe, elle a, poum, touché le fond de la piscine, un bon coup de push. En France, nouveau gouvernement, nouvelles ambitions, et la France redémarre, elle part de très bas, hélas, mais elle redémarre. Eh bien, non, on ne va pas redémarrer. On va effectivement peut-être aller un peu plus en détail pour voir qu'est-ce qui fait que dès début 2025, on doit se préoccuper absolument de la fiscalité et du risque de hausse du chômage. oui, et enfin, enfin, c'est ce que je disais, c'est catastrophique. Tu parlais tout à l'heure de l'énergie en Allemagne. Moi, pour moi, ce qui est très, très marquant, c'est que c'est tous les hivers. Voilà. Il s'avère que l'Allemagne, on l'a pas déplacée géographiquement. C'est un pays continental qui a un climat continental. Ce qui fait que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup de soleil. Bon, alors je sais peut-être que les écologistes allemands espéraient une dérive des continents qui fasse que l'Allemagne tout d'un coup se retrouve quelque part au niveau de l'équateur avec beaucoup plus de soleil et beaucoup plus de vent. Mais comme la dérive des continents n'a pas eu lieu, curieusement, eh bien, tous Elle les reste hivers, désespérément lente. l'Allemagne manque de vent et de soleil. Pour un pays qui fait le pari de l'éolien et du solaire, c'est quand même très très couillon, quoi. Et ils reviennent pas dessus. C'est ça qui m'impressionne. C'est que ça arrive tous les hivers et qu'ils reviennent pas dessus. Ils se disent pas l'hiver prochain ça va se repasser. Non, non. Ils se disent les électeurs ont oublié. On va faire les élections en été. Les gens ont oublié que l'hiver il fait froid. C'est du délire absolu quoi. Il y a vraiment il Moi, y a un délire de la part je pense que les écolos vont pas faire des scores extraordinaires le 23 février prochain en Allemagne. Hein, c'est la date des prochaines législatives anticipées. Et peut-être un espoir quand même, puisque Didi, bon, les Allemands, ils reviennent pas là-dessus. Si c'est le leader de la CDU, hein, il s'appelle Friedrich Merz,
Lui, il est plutôt favorable au nucléaire. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'on peut remettre en route ces centrales qui ont été arrêtées il y a 2 ans maintenant, hein. D'ailleurs, ça a été arrêté juste au moment où il n'y avait plus de gaz russe et quand Nord Stream a été Ouais. saboté, là, ils avaient vraiment tout arrêté. Et il n'était pas question de les remettre en marche, bien sûr, hein, ces centrales nucléaires, puisque ça aurait fait de l'électricité sans carbone. On s'est empressé de remettre en marche les centrales au charbon. Et là, actuellement, où on se parle, je le répète, et c'est une image qui me fait toujours sourire, mais aujourd'hui, les Allemands chargent leur Tesla, leur Audi et leur BMW, ils les chargent au charbon. Tous Mm. les soirs, quand vous rentrez du boulot avec votre Tesla, vous la branchez et c'est de l'électricité produite au charbon. Voilà. L'Allemagne a Bravo. émis en moyenne, l'Allemagne a émis 8 fois plus de CO2 que la France sur l'ensemble de l'année. Donc Et c'est la c'est quand France. même c'est Et une c'est belle la réussite. France qui écope de pénalités parce qu'on n'a pas assez développé l'éolien. On avait Ouais, une énergie beaucoup trop carbonée avec les barrages hydroélectriques et avec le nucléaire. Donc nous, on se prend des amendes. Et mm. les Allemands, ils importent même quand ils en ont besoin de l'électricité de Pologne. Alors là, vous êtes sûr que c'est pratiquement Mais que là, c'est du charbon. 100% du Ah oui, charbon. Non, mais on marche sur la tête et j'ai l'impression qu'on a même pas mal hein, de marcher sur la tête. impressionnant. Alors que l'autre fou aux États-Unis, là, Trump, parce que c'est l'archétype effectivement du quasi malade mental et avec à tendance hitlérienne, bah lui met tout dans le bon sens. Voilà, il facilite, il offre des conditions attractives, un environnement fiscal stable, voire en décrue. Bon, bah, puisque cette espèce de dingo fait ça, on va surtout pas le faire. Hein, on va certainement pas se comporter comme ce grand malade. Donc, tout ce qu'on voit, et le seul projet que j'entends aujourd'hui, et tu l'as entendu comme moi, c'est ce projet de lever 500 milliards d'euros pour muscler notre défense. Alors 500 milliards qui vont sortir d'où, les amis? Ben, ils n'existent pas, hein, qu'on ne nous fasse pas encore le coup de l'épargne qui dort. Cette épargne, elle est forcément investie ou à 95%. Donc c'est juste qu'on va aller sur les marchés, offrir de nouvelles émissions obligataires en euros, garantie, garantie, garantie. Attendez que je me creuse un peu. Est-ce que ça ne serait pas garanti par justement le patrimoine des épargnants européens? Parce que si les choses se passent mal, tout le monde va faire bien sûr confiance à une émission pilotée, supervisée par la BCE, mais on va quand même nous demander, si jamais, par extraordinaire, hein, qu'on se fâchait vraiment avec Poutine et que les choses tournent mal, comment on rembourserait nos créanciers? Et bien là, il n'y a pas de doute, c'est comme pour le grand emprunt européen dont parlait Nono le Bruno. dilaté il y a 6 mois, c'est des emprunts collatéralisés avec l'épargne des ménages. Vous savez, c'est un petit peu comme vous hypothéquez votre maison auprès de votre banquier qui vous avance l'argent pour vous en construire une plus grande, etc. Ben là, on a déjà une grosse dette et on va aller emprunter sur la base effectivement de la grande richesse des citoyens européens. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous sortez 500 milliards ex nihilo, bah le détenteur d'euros, il va se dire, ben quoi? On rajoute quoi? 3-4% de masse monétaire? Bah, l'euro, il vaut 3-4% de moins. Hein, Mm. c'est aussi simple. Donc, quand j'entends Christine Lagarde jeudi annoncer que l'inflation, bon, alors 2,4 en 2024, 2,3 en 2025, et ah, miracle, on revient à 1,9 en 2026. Mais si l'euro perd 4-5% de son pouvoir d'achat au cours des 18 prochains mois, ça veut dire que l'inflation ne sera toujours pas terrassée, qu'on va perdre du pouvoir d'achat et que, eh ben, on n'a pas terminé avec l'inflation, en plus d'une dette qui est au sommet de la montagne, et le service de la dette,
même si la BCE continue de baisser de 25 points tous les 3 mois, par solde, vous allez voir qu'on est très très mal. C'est assez facile à comprendre. Bon, l'exemple de la France, évidemment, c'est le pire qu'on puisse choisir. Mais nous, on a 3 000 milliards de dettes à refinancer. Alors, on va dire maintenant qu'on est à 3% de taux d'intérêt. Sauf que ça nous fait un service de la dette de plus de 60 milliards. Or, on a une économie qui représente 2800 milliards de PIB. Donc, si vous voulez, grosso modo, le service de la dette, ça représente à peu près 4,5% de notre PIB. On est bien d'accord, hein, de calcul. 60 milliards sur 2800 milliards, ça donne ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la croissance en France, et la croissance anticipée pour 2025, 26, 27, elle est très inférieure au coût du service de la dette en termes de PIB. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille pour payer nos créanciers d'abord. Et on n'a aucun projet d'industrialisation, installer des filières, je ne sais pas. Nous aussi, on est capable de produire des super ordinateurs quantiques. Je pense on a encore quelques cerveaux, mais encore faut-il financer ça. Et je ne vois rien. On n'a pas de Starship, on n'a pas de méga data center, on n'a rien de ce qui sert de locomotive à l'économie américaine, chinoise, sud-coréenne, japonaise. Voilà, tout ce qu'on voit. J'allais être taquin. L'Europe a une superbe loi sur les AI. Ça, ils nous l'ont dit, Thierry Breton nous l'a affirmé. Nous, on n'a pas d'AI, mais on a une loi pour réglementer les AI. Ça, il a été très clair là-dessus. On était la seule région du monde à avoir une loi sur les AI. C'est quand même merveilleux. Donc, Bah, rassurez-vous, bonnes gens, il y a une loi sur les AI. Tout va bien. c'est l'illustration du principe. Les petits génies dans la Silicon Valley inventent un truc dans leur garage. Ils lèvent facilement des fonds auprès de capital riskers. Voilà. Dès qu'un nouveau produit a émergé, s'il est rentable, les Chinois s'empressent de le copier. Mmh. Et puis, bah, quand ça arrive en Europe, on s'empresse de le réguler, de le taxer. C'est Voilà. ça. On régule, on C'est comme taxe. ça que fonctionne le monde. Voilà. C'est impressionnant. Donc, je voudrais effectivement être optimiste en disant, mais qu'est-ce qu'on va sortir, nous, Européens, de notre chapeau pour tenir encore dans le sillage des États-Unis en 2025 et 2026? C'est toute Mais la question. parce qu'on décroche, alors je le dis pour nos auditeurs, le décrochage de l'Europe. Il faut savoir que le PIB par habitant en Europe et aux États-Unis était à peu près le même jusqu'en 2012. Et puis, à partir de 2012, l'Europe décroche complètement. Et aujourd'hui, les États-Unis, le PIB par habitant est 80% supérieur à celui des Européens. Donc, on avait quelque chose d'équivalent jusqu'en 2012. Et depuis le 2012, on a mais complètement décroché. Ils sont 80% tunus, c'est énorme. Et ce qui est horrible, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout optimiste, alors pas sur l'Europe et encore moins sur la France, parce qu'en Europe, il y a quand même des pays qui arrivent à bien s'en sortir. L'Irlande, je serai irlandais, je serai assez tranquille pour ma vie. Voilà, il y a quand même des pays qui s'en sortent bien, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, Malte, enfin, voilà, il y a plusieurs pays qui s'en sortent bien. Mais au global, l'Europe et surtout la France, on ne voit pas où ça va, quoi. C'est ça, moi, qui me pas me panique, mais qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on ne voit pas du tout, ça va. On voit des discussions entre ministres, entre présidents, entre machins, sur des trucs dont on se fout comme de notre dernière chemise. Et ou quand ils font une loi, c'est sur vraiment un pouillème de trucs qui ressemblent à rien. Mais on ne voit pas de projet, on ne voit pas vers où on va. Et je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Moi, je le dis de plus en plus. On ne s'en sortira que quand le FMI viendra taper à notre porte, comme la Grèce, et viendra nous dire, écoutez les mecs, vous savez pas gérer, vous savez pas faire fonctionner votre pays, on va le faire à votre place. Je commence à m'inquiéter de plus en plus de ça. Surtout que
si vraiment on prend par rapport au reste de l'Europe, la France est encore plus catastrophique, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est que Oui, oui, mais est-ce que tu te souviens de ce qu'a dit Christine Lagarde jeudi dernier non, lors de la conférence de presse? Qu'est-ce qu'elle a non. dit? Eh bien, elle a dit, l'économie dans l'UE, elle n'a pas visé la France spécifiquement, elle a dit l'économie connaît cet automne un ralentissement plus prononcé que prévu. Après une petite embellie estivale, et là, elle nous a presque fait un clin d'œil en disant le tourisme a bien marché cet été en Europe, c'était surtout chez nous. Voilà, s'il n'y avait Oui. pas eu les Jeux Olympiques, la France serait en récession. Hein. Faut pas le perdre de vue. Hein. C'est Mm. un one shot, ça, les Jeux Olympiques. Donc, si on n'avait pas eu ça, on serait déjà, nous, en France, en récession. Et c'est finalement les JO qui ont sauvé peut-être la croissance au troisième trimestre, plus 0,4. On s'en va vers 0,1 au quatrième. Mais Christine Lagarde va plus loin. Elle dit non seulement donc on a une dynamique qui est en train de faiblir, mais les marges des entreprises sont également sous pression. C'est elle qui le dit, hein. C'est pas Mm. nous qui disons que oui, il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu à la valorisation, le DAX qui bat record sur record, tout ça. Peut-être qu'on est un peu optimiste. Non, non, c'est bien notre patronne de la BCE qui nous annonce que les marges sont sous pression, que l'inflation n'est pas vaincue. Elle l'a dit de façon très claire. La lutte contre l'inflation, c'est pas encore gagné. Et elle cite effectivement des hausses salariales, et elle évite bien évidemment de parler du risque de voir l'euro aller à parité avec le dollar. On Mm. y court tout droit. Je peux vous assurer, là, ceux qui nous écoutent, si vous avez beaucoup trop d'épargne en euros pas investis dans quoi que ce soit, songez peut-être à diversifier avec du franc suisse, du dollar singapourien, parce que on n'est pas à l'abri de voir l'euro perdre 5-6% en 2025. Je dis ça, je dis rien. Mais quand on voit le différentiel de croissance, le différentiel de dynamique aussi dans le domaine de l'emploi et les marges des entreprises, vous additionnez tout ça et vous vous dites, moi je serais investisseur, je n'ai rien à faire en zone euro. Pourquoi je détiendrais de l'euro dans ces conditions? Et en plus de ça, c'est toujours jeudi dernier, vous avez Mark Rutte promu à la tête de l'OTAN, parce que bon, c'est un bon petit soldat du World Economic Forum et un vrai alumni de l'État profond américain, et qui nous dit attention, la menace russe se rapproche. L'Europe doit absolument investir énormément pour muscler sa défense. Donc on est déjà au maximum de ce qu'on a connu comme endettement, et comme je disais, donc on va être obligé d'aller chercher de l'argent sur les marchés. Donc on va créer de l'euro ex nihilo dans un contexte où il n'y a pas de croissance. Donc, pour l'investisseur international, c'est oh là, il faut peut-être que j'achète quelques euros maintenant parce qu'en 2025, on va en avoir besoin parce qu'avec l'Europe, ça va redémarrer. On va avoir besoin d'une petite réserve d'euros pour pouvoir passer commande, sécuriser nos coûts d'achat, etc. Des fois que l'euro se mettrait à remonter, je préférerais en avoir. C'est le raisonnement exactement inverse. Ça va se passer aux États-Unis, ça va se passer en Chine, parce que la Chine, on a bien compris, là aussi, il faut lire un petit peu le quotidien du peuple, et qui dit que oui, il va certainement y avoir une bonne surprise pour le nouvel an chinois 2025. Ils vont encore nous annoncer des baisses de taux et probablement plus de relance. En Europe, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer la planche à billets. Donc, je le dis, il y a un risque de voir l'euro perdre de sa valeur, et donc de son pouvoir d'achat, et donc renchérir nos importations. Du coup, eh bien, elle a bien raison, Christine. On n'a pas vaincu l'inflation, forcément. Et alors, face au risque d'inflation, donc il y a effectivement, parce que moi, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je dis depuis assez longtemps à mon audience, justement, écoutez, restez pas tout en euros, allez un peu en dollars, allez un peu en francs suisses. Bon, moi, je leur parle surtout du dollar parce que c'est plus facile que le franc suisse, mais essayez de diversifier un peu votre patrimoine. Restez pas tout en euros parce que l'euro a de bonnes raisons de baisser. Voilà. L'euro a de bonnes raisons de flancher. Et d'ailleurs, on voit que l'euro est en train de flancher face notamment au dollar et face à l'ensemble des monnaies.
Et je sais que toi, tu as une spécialité, enfin pas une spécialité, mais quelque chose que tu maîtrises très très bien, c'est notamment l'or. Euh, et tu avais écrit, alors attends, je vais essayer de le mettre en ligne pour que les gens le voient. Oui, tu avais fait un guide pratique de l'achat d'or physique, un guide pratique d'achat d'or physique. Alors je mettrai je mettrai en description un lien pour que vous puissiez télécharger le guide pratique gratuitement. C'est aux éditions aux publications Agora. Et les publications Agora sponsorisent la vidéo, hein, mais c'est gratuit, donc vous pouvez cliquer et aller chercher. Et donc, toi, je ne veux pas dire que tu es spécialiste dans l'or parce que tu es économiste en général, mais tu connais très très bien l'aspect de l'or physique. Et moi, il y a une chose que je me... Donc déjà, l'or physique, on sait que c'est une bonne façon de se prémunir contre l'inflation. Voilà, vous pouvez acheter un panier de monnaie, aller chercher... L'inflation, du coup, Et... la prolifération monétaire. La prolifération monétaire, c'est-à-dire on sabote les devises délibérément. Alors les Japonais le font et l'ont toujours fait. À un moment d'ailleurs, ça avait agacé Donald Trump qui avait dit aux Japonais arrêtez de manipuler votre devise à la baisse. Mais qu'est-ce que font les États-Unis derrière avec en creusant des déficits à 6, 7, 7,5% cette année? Ils impriment eux aussi du dollar. Sauf que du dollar, on en achète parce qu'on en a encore besoin pour les transactions internationales. On n'a pas besoin d'euros. On n'a pas besoin Ouais. d'euros. Donc, on continue de creuser des dettes, donc d'imprimer de l'euro. Et c'est ça, l'inflation, comme je le disais, c'est d'abord la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Donc je te laisse poursuivre. Oui, pardon. Oui, et l'or permet justement d'éviter cette perte de pouvoir d'achat historiquement. Voilà, j'ai toujours ces comparaisons. Une vache en or à l'époque romaine vaut à peu près le même prix qu'une vache en or aujourd'hui, puisqu'on a des papiers de l'époque, et une belle tunique de sénateur de l'époque romaine vaut aussi cher qu'un beau costume aujourd'hui. Voilà. Et donc on a vraiment, ça protège complètement contre l'inflation sur une longue période, l'or. J'aimerais bien connaître le prix du hamburger au Colisée lors des combats de gladiateurs. Combien valait le hot dog et la bière à l'époque? Ah, je sais pas. Par contre, je sais qu'un bon esclave, c'est-à-dire un esclave érudit à l'époque romaine, n'est-ce pas, érudit, donc qui connaît bien les choses, etc., coûtait à peu près l'équivalent de 80 000 $, ce qui est aujourd'hui le prix d'un salarié cadre supérieur. Donc on a à peu près, on a gardé puisque Ou d'un l'esclave à robot l'époque romaine Timus. s'occupait de faire fonctionner le domaine. Hein. C'était pas l'esclave érudit de l'époque romaine faisait fonctionner le domaine. Hein. C'est pas celui qui tirait les bœufs. Hein. Mais donc, c'était l'équivalent d'un salarié cadre supérieur aujourd'hui. Et c'est à peu près le même revenu. Et le centurion, à peu près les revenus d'un lieutenant-colonel de l'armée américaine aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très proche. Mais ça, c'est sur très longue période. Et il y a peu d'entre vous vivront les 1000 prochaines années. Donc on peut se demander, moi ce que je me demande beaucoup sur l'or, euh, c'est est-ce que il n'y a pas un risque aujourd'hui d'acheter de l'or quand même? Parce qu'on a eu une montée spectaculaire cette année de l'or. On a eu une montée de 30%, je crois. On est sur des très très grosses montées Sur de l'or. cette année, oui, on fait aussi bien ou quasiment aussi bien que le Nasdaq. Oui, c'est ça. C'est une belle Oui, belle oui, montée. c'est comparable. Alors, si effectivement, bah, voilà, tu abordes ce sujet de l'or, moi je pensais qu'effectivement on allait en parler. Je pensais d'ailleurs introduire le sujet enfin, lorsqu'on parlerait de la Chine et des émergents et des BRICS, parce que je pense que c'est aussi un des grands sujets. Pourquoi aussi le monde est en train de se séparer je dirais pas entre deux blocs, mais entre deux ères économiques avec des philosophies très différentes. Bien, pourquoi est-ce que l'or monte? Oui, parce que, évidemment, les BRICS, les pays des BRICS continuent d'en acheter. Bon, sur la Chine et l'Inde, très loin devant les autres membres ou aspirants membres, comme la Turquie. Et pourquoi? Parce qu'ils préfèrent, bien sûr, détenir de l'or que du dollar, encore plus
que de l'euro, hein, Mmh. ça va sans dire. Et je pense qu'on commence à comprendre que la Chine et l'Inde et les BRICS vont pas lancer un concurrent du dollar. Donc ça, je dirais surtout pas, je ne prétends pas d'ailleurs que l'or va servir de référent à une prochaine monnaie commune aux BRICS. Ce que j'ai toujours dit en revanche, et je n'ai toujours pas changé d'avis, et encore moins après avoir lu les diverses conclusions du sommet de Kazan, il va falloir pour tous les membres des BRICS un référent qui ne soit pas le dollar, puisque le dollar il est has-been quelque part en tant que monnaie dominante. Il le reste de fait parce qu'il y a encore derrière la puissance nucléaire des États-Unis. Mais en termes économiques, le, le, le basculement vers l'Asie est déjà fait depuis longtemps. Enfin, comparer la production de la Chine, de l'Inde, des pays satellites, et comparer ça à celle des États-Unis ou de l'Europe, bon, ils sont tellement loin devant qu'aujourd'hui, on a besoin davantage de se servir du yuan ou de la roupie indienne entre membres des BRICS que du dollar. Donc, Kazan, ça dit ça, commercez dans vos devises respectives, mais ensuite, pour que on puisse commercer et avoir un vrai référent, bah, l'or, c'est peut-être mieux que le dollar qui n'arrête pas de baisser. Au moins, avec mon or, j'ai toujours un pouvoir d'achat constant en métaux rares. Si j'importe du lithium, des choses comme ça, euh, avec mon or, je ne vais pas perdre de pouvoir d'achat, alors qu'avec mon dollar, il a déjà perdu, je sais pas, 80% de sa valeur depuis 1975. Et Mmh. l'euro en est à moins 45 depuis l'an 2000. Donc, on voit bien que l'or conserve la valeur. Et je pense que réguler les échanges interbriques en se disant voilà, notre référent maintenant c'est l'or, qu'est-ce que ça vaut en or, ben voilà, voilà ce que vous devez, voilà ce qu'on vous doit, et on fait des compensations comme ça. Voilà. Donc, et en tant que réserve, bien sûr, on préférera détenir de l'or que du dollar. C'est qu'on aura toujours le même pouvoir d'achat, voire plus de pouvoir d'achat avec l'or qu'avec l'euro ou le dollar. C'est une évidence historique par rapport à 1913. Le dollar a perdu 99,3% de sa valeur. Bon, une pièce d'un dollar ou de 20 dollars or, pardon, 20 dollars, ça a toujours le même pouvoir d'achat qu'en 1913. Mmh. C'est, voilà, le rapport, il est de 1 à 100 entre le pouvoir d'achat de la pièce de 20 dollars et le bifton de 20 dollars. Voilà Oui. la réalité. Et en plus de ça, je vais aller ajouter que là, l'or remonte hein, depuis le milieu de la semaine dernière, contact des 2007, 2700 dollars. Pourquoi ben, ça illustre une cyclicité annuelle. Bon, ça, je connais ça un petit peu depuis quelques années, et ça se vérifie une fois encore cette année. Vous me direz, oui, le rallye de Noël se vérifie aussi à Wall Street, on est bien d'accord. Mais là, la cyclicité de l'or, elle est bien au rendez-vous. Il a fléchi au début du mois de novembre. Personnellement, j'avais passé des ordres pour en acheter sur des marchés à terme. J'avais fixé une limite à 2530 dollars qui n'a pas été touchée. Alors que graphiquement, franchement, 2530, c'était vraiment une correction pas bien méchante après avoir été à 2008, alors qu'on partait de 2008. Mmh. 1800, 2008. Revenir à 2530, j'exigeais pas grand-chose. J'étais pas très ambitieux en plus de ça en termes de correction. J'ai pas été fait. Donc je suis D'accord. resté avec ce que j'ai, mais j'allais compléter. Et là, si ça avait été à 2530, aujourd'hui, j'aurais déjà engrangé plus de 10%. Mmh. Voilà. Et la cyclicité, eh bien, elle a fonctionné, c'est-à-dire qu'à partir du 20-25 novembre, l'or, il a recommencé à décoller au-delà de 1650, etc. Euh, et la cyclicité fait qu'il devrait continuer de progresser jusqu'au mois de janvier. Et on sait que généralement, les Chinois, quand ils ont fait une bonne année, ils achètent de l'or. Et ils en achètent d'autant plus. Là, je ne parle même plus de l'État chinois, je vous parle de l'épargnant Des chinois. individus.
parce que Mmh. ça ne remonte toujours pas du côté de l'immobilier, ça va pas remonter de sitôt. Donc le Chinois se dit quand même, bah alors Confucius en parlait déjà, et par rapport à l'immobilier, on a beaucoup moins de mauvaises surprises. Donc je pense que les Chinois vont continuer à en acheter, le citoyen et Pékin. Voilà. Donc, Donc tu penses que voilà, 2025 va être l'année de l'or, mais imaginez que Trump dise les déficits, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, on voit bien que c'est pas le bah, problème il non va le plus, dire. Oui, ni oui, pour ça. la Fed, ni pour la BCE, d'ailleurs. Mmh. Donc, si c'est pas ça le problème et que bah, on continue comme on fait déjà depuis 2009, ben, s'il faut mettre de la liquidité pour développer l'économie, on le fera. Donc voilà, je le répète, prolifération monétaire probable aux États-Unis et en Europe, bah, tout pareil. Alors, pas pour les bonnes raisons, nous, c'est pas pour investir dans des choses vraiment favorables pour la population, c'est pour fabriquer des canons et je ne sais pas quel parapluie euh, défense aérienne pour bloquer des missiles qui nous arrivent dessus à 4 km/h, à 4 km secondes. On ne sait pas faire, hein. Donc je ne sais pas ce qu'on veut essayer de construire comme bouclier anti-aérien, mais là, je pense qu'on Oui, non, ça n'a sert à pas rien. les technologies pour, hein. Donc, on va dépenser de l'argent pour rien, mais c'est pas grave. Mmh. Aux États-Unis, par contre, les investissements, bah, je le répète, c'est des mini-réacteurs nucléaires, c'est des data centers, c'est des entreprises qui vont se spécialiser dans l'optimisation de tout ce qui peut être optimisé par l'IA. On en avait une en France qui s'appelle Mistral, partie en Californie. Donc, on est à poil. D'accord. Et excuse-moi, j'essaie de boucler quand même l'or parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais pensé acheter un tout petit lingotin. J'ai ma petite fille qui a fêté sa première année il y a quelques mois, quelques semaines. Et j'avais pensé lui acheter un tout petit lingotin. C'est pour ça que je m'étais beaucoup intéressé à l'or. Enfin, tout petit, parce qu'au prix de l'or, je peux pas acheter des lingots, moi. Mais, mais donc, mais toi, tu es un professionnel, donc acheter de l'or à terme, tu sais faire, mais la plupart des gens ne savent pas faire, et à mon J'ai avis, du c'est physique trop aussi, risqué. hein. J'ai du Comment? physique aussi. Oui, voilà. Non, mais pour la plupart des gens, je pense que c'est leur physique qu'il faut, parce que les contrats à terme, si tu veux, voilà, faut être un professionnel des marchés pour maîtriser ce qui est contrat à terme. Mais tu penses Ouais. que acheter de l'or physique, donc aujourd'hui, c'est encore une bonne idée pour se protéger de l'inflation monétaire qui arrive, Oui, qu'on a déjà j'en suis et qui va convaincu. continuer. J'en suis convaincu. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas acheter qu'un petit lingotin, parce qu'il y a quand même un frais annexe. Évidemment, moi, je ne détiens pas l'or chez moi, hein, c'est une évidence. Et donc, ça me coûte 120 ou 150 euros de location de coffre par an. Qui, Mmh. rien n'empêche également de le détenir au travers d'un intermédiaire comme on a des spécialistes type au coffre, etc., qui vous offrent des formules où votre or est stocké hors de nos frontières. Donc il y a plusieurs façons de détenir l'or physique en ayant la certitude que cet or nous est bien dévolu et qu'on peut y avoir accès. Alors, c'est facile effectivement d'aller chercher son or dans le coffre, mais il y a plusieurs façons de détenir effectivement de l'or physiquement. Alors le lingotin, bon, quelque part, je dirais, tu prends ton bouquin favori, hein, c'est pas épais un lingotin. Tu prends ton bouquin Oui. favori, tu le mets dedans et ça vaut tous les coffres forts du monde. Voilà. Mais quand on a un peu plus de quantité, évidemment, il faut prévoir la location d'un coffre. Mais pour ceux qui voudraient en acquérir, je leur recommande, si jamais ils vont se faire un week-end gastronomique à Bruxelles, Genève, Zurich, etc., ou aux Émirats, faut être Ah, ça, tenté c'est d'aller prendre un peu de soleil, un peu de chaleur, supportable, hein. Dubaï, Abu Dhabi, etc. Allez-y à Noël, jour de l'an, tout est décoré, c'est magnifique. Euh, et vous ramenez effectivement quelques lingotins. Euh, Ça vous coûtera moins de frais que si vous les achetez à Paris. Et puis bon, après ça vous pourrez les revendre à peu près partout dans le monde, sauf naturellement en France où vous allez vous prendre une taxe, etc. Donc, le problème de la France, c'est que tout est soumis à une opaque. taxe. Oui, c'est Mais toujours beau. détenir de l'or et des lingotins, c'est bien, hein.
vraiment, voilà. D'accord, donc OK. Bon, enfin, je rappelle aux gens, voilà, si vous voulez le guide pratique pour, acheter de l'or physique, le lien dans la description, c'est gratuit, n'hésitez pas. Vous verrez un peu mieux comment faire. Alors, mais voilà, je voulais fermer complètement la parenthèse de l'or pour qu'on ait bien une idée, exactement d'où on pouvait aller avec ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette fin d'année et l'année qui vient? Bon, on n'est pas très optimistes tous les deux sur l'Europe. On n'est pas très optimistes. Et encore, l'Europe, encore une fois, comme c'est une congrégation de pays, il y a des pays qui s'en sortent super bien. Vous regardez l'Irlande, ils sont Pologne, en excédent budgétaire, leur vie est belle, ils ne se posent pas de questions. Vous regardez la Suisse, ça va super bien. Bon, c'est hors Europe, enfin, c'est quand même bien compris dans le cercle. Et vous regardez quelques autres pays où tout va bien. Il ne faut pas non plus. Mais l'Europe en général, à cause de la France et de l'Allemagne, est plutôt et surtout à cause d'Ursula, Ursula et consorts n'est vraiment pas bien. Et la France est dans un état catastrophique et on ne voit pas du tout comment elle va se relever. Est-ce que tu vois, toi, des sujets d'espoir où on se dit que on on n'est peut pas. pas, on peut quand même pas être totalement désespéré quand on voit de quel outil nucléaire on dispose et de l'hydroélectricité dont on dispose. Et que tu cites des pays qui vont bien. Mais quel est leur point commun à ces pays qui vont bien? L'Espagne, qui est sortie du marché commun de l'électricité et qui a donc du courant beaucoup moins cher pour son Mmh, industrie, ses artisans, et pour les particuliers, comme ça leur bouffe moins de pouvoir d'achat. La Pologne, bah eux, les écologistes, qu'ils aillent manifester, à la limite, on va leur couper le courant, comme ça ils auront compris. Non mais la Pologne, elle produit au charbon, elle produit aujourd'hui. et Et elle est en l'industrie train qui de va construire bien. du nucléaire. Donc, on ne peut pas s'éloigner des basiques. Le basique d'une économie, c'est de l'énergie pas chère et des capitaux abondants et également bon marché. C'est exactement ce que font les États-Unis et qui vont faire encore plus et mieux, a Mmh. priori, avec Trump. Donc, quels sont les pays qui se portent bien en ce moment en Europe? Ceux qui ont du gaz pas cher et de l'hydroélectricité. Donc là, le gagnant de toute catégorie, c'est la Norvège. Ils ont même trop d'hydroélectrique. Et en plus de ça, ils ont du gaz à ne pas savoir qu'en faire. Ce qui fait que, bon, aujourd'hui, ils alimentent l'Allemagne. Donc voilà. Donc, un, Norvège. Deux, l'Espagne. Courant, voilà, au moins Volkswagen peut produire ses Seat à Séville avec du courant pas cher. Et puis, bah, les pays qui sont dans la mouise totale, ce sont ceux dont les coûts énergétiques ont explosé. On en revient toujours à ça. Oui, Le c'est coût basique. énergétique, c'est aussi simple que ça. Mmh. Donc, si on a des politiques, alors ça va venir forcément d'Allemagne, puisqu'en France, on va se retrouver avec un gouvernement qui ne peut pas gouverner, en tout cas, qui ne peut pas mettre la France sur des nouveaux rails. Hein. Donc, ça peut venir d'Allemagne. Voilà, nouveau chancelier, on le disait au début de l'entretien. Peut-être que Merz va dire, bah, peut-être ouvrir deux, trois tranches nucléaires en Allemagne, enfin celles qu'on peut remettre en route sans que ça soit trop compliqué techniquement. Et puis peut-être construire après ça des plus petits réacteurs, un petit peu comme ceux que Constellation aux États-Unis envisage de faire. Enfin, on peut imaginer des choses. De toute façon, derrière un champ d'éoliennes, il faut mettre du pilotable. Là, c'est plus facile de construire un petit réacteur qu'un très très gros. Hein. Ouais, Voilà. bah, surtout que les très, Euh, très gros, ils sont pas pilotables, oui. Ouais. donc, je suis pas complètement désespéré. En France, on pourrait avoir une électricité qui coûte 3 fois moins cher Mmh. pour l'industriel et pour le particulier. C'est des taxes, bien sûr. Le reste, c'est des taxes. Alors vous me direz, bah oui, mais si on baisse le coût de l'électricité, derrière, les recettes de TVA vont pas être les mêmes. Bah, normal, puisque en fait, c'est la véritable douille. C'est comme ça que le gouvernement Macron nous a ratissé. Et depuis 2020, 2021, 2022, en fait, l'État arrive à camoufler l'état catastrophique de nos finances grâce aux recettes tirées de la hausse du prix de l'électricité. On a essoré le consommateur, le contribuable, avec les prix de l'électricité,
pour masquer des déficits qui étaient déjà catastrophiques. Tu dis en préambule, oui, on est dans un état catastrophique, mais moi, ça fait 3 ans que je le dis. Dès que les Mm. prix de l'énergie ont commencé à flamber, j'ai dit on va aller dans le mur. Et ça, je l'ai Oui. écrit, je l'ai dit, comme toi, je l'ai même hurlé que si les prix de l'énergie n'étaient pas maîtrisés, on irait dans le mur. Et l'Allemagne avec. Ben voilà. Mais tout n'est pas perdu. Nous avons notre nucléaire. Et baisser les prix volontairement, ça serait relancer l'économie. Et après, quand elle sera relancée, l'économie, peut-être qu'on pourra à ce moment-là recommencer à percevoir de la TVA parce qu'il y aura un peu plus d'activité, le bâtiment, tout ça, ça repartira avec des frais moins élevés parce que le ciment, ça Ouais, s'obtient c'est bien. en faisant brûler du calcaire, il faut beaucoup d'énergie. Donc, si l'électricité baisse, le coût des matériaux va baisser, le coût des chantiers va baisser, les particuliers vont retrouver du pouvoir d'achat, ils vont pouvoir aller voir leur banquier en disant, vous voyez, à la fin du mois, j'arrive à épargner un petit peu, peut-être que ça pourrait servir pour un projet immobilier. Enfin, là, on est en train de tout étouffer avec les taxes et on a passé depuis très très longtemps ce point d'équilibre qui est à mon avis qu'il faut jamais que le montant des taxes perçues par un État dépasse les 40%. Et dans l'idéal, peut-être pas beaucoup plus que 35%. Donc, il faudrait déjà redescendre à moins de 40% de taxes overall Mm. pour permettre à l'économie de redémarrer. Alors, c'est vrai qu'il y a un passage, évidemment, un passage à vide, parce qu'il y a un moment où les recettes fiscales baissent avant que l'économie retrouve de la traction. Mais si on ne fait pas ça, on va continuer de serrer les freins, de prendre de l'argent, de réduire les remboursements. Et si on tue le consommateur, on tue l'économie. Et c'est ce qu'on fait avec les prix de l'électricité. On a tué le consommateur et on a tué le producteur, la petite entreprise. Donc c'est assez simple. Voilà, mais il faut que d'un seul coup, il y ait une espèce de saut quantique dans le cerveau de nos politiques en disant, bon, bah là, on a complètement déconné, on n'aurait jamais dû arrêter le nucléaire, on n'aurait jamais dû détruire des barrages hydrauliques comme ils l'ont fait en Espagne, ils se retrouvent après ça avec des inondations phénoménales dans la région de Valence. On a fait toutes les conneries possibles pour complaire aux écologistes qui sont, je pense, les pires nuisibles pour l'économie qu'on ait pu connaître. Enfin, je parle nuisible en tant que conseil, bien Oui, sûr, oui, pas des personnes. Je dis que ce qu'ils ont fait, leur action, a été la plus nuisible qu'on puisse imaginer pour nos économies depuis 30 ans. Voilà. Donc il y a un moment, il faut changer de logiciel parce qu'on voit bien que c'est pas en refaisant constamment la même erreur et avec le même personnel politique qu'on peut se sortir d'affaires. Il faut, évidemment, les gens qui nous ont foutus dans le mur, il ne faut pas leur confier le volant pour le prochain trajet, sinon on se prend le platane, c'est une évidence. Donc il faut changer le personnel et puis il faut changer le logiciel. Voilà. Donc il faut accepter qu'à un moment, effectivement, on aura peut-être plus encore de déficit temporairement, mais au moins quelque part, il y aura de la lumière au bout du tunnel. Et là, la lumière, ça ne sera pas une locomotive qui vous fonce dessus pour vous écraser. oui. Eh ben, écoute, on va rester sur cette image parce que je suis tout à fait d'accord. Et, eh ben, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Je rappelle que le guide pratique pour l'achat d'or physique qui a été fait par Philippe Béchade est téléchargeable. Le lien est dans la description, c'est gratuit, n'hésitez pas à y aller. Merci Philippe d'avoir commenté l'actualité avec moi et merci à tous et à très bientôt. Merci de ton invitation. Puis j'espère qu'on voilà, on a quand même réussi à évoquer quelques pistes pour éventuellement nourrir un minimum d'optimisme. Mais en tout cas, si vous détenez quelques petits lingotins comme toi qui envisagent de le faire, je pense que vous passerez une année 2025 confortable. Merci Philippe.